L'évocation du nom de Charles Luciano dans l'esprit et la grande majorité des personnes intéressées par l'histoire de la mafia donne l'image d'une sorte de prophète criminel qui a créé et dirigé presque tout seul l'organisation criminelle la plus puissante des États-Unis, que l'on appelle le syndicat du crime. Luciano est l'homme qui a réformé la Cosa Nostra et créé une armée de tueurs pour la mafia. Un homme dont la bénédiction était nécessaire pour entrer dans le monde criminel des États-Unis. Mais il s'avère que tout cela n'est qu'une image, qui s'est formée sous la pression de nombreux facteurs survenus durant la vie, puis après la mort de Luciana. En fait, Luciano n'était ni le plus grand des gangsters et patron de tous les patrons, ni un imposteur glorifié. La vérité, comme toujours, se trouve quelque part entre les deux. Aujourd'hui, je veux vous raconter la véritable histoire de Lucky Luciano et dissiper les mythes qui entourent sa personnalité. Bienvenue dans le monde de Charles Lucky Luciano, du mauvais côté de la loi. Salvatore Luciana, qui deviendra plus tard Charles Luciano, naît le 11 novembre 1897 dans un petit village de Sicile, dans la famille d'Antonio et Rosalia Luciana. Son père, fatigué par le dur labeur de la mine locale, décide en 1906 de partir vers le Nouveau Monde à la recherche d'une vie meilleure. Avec les milliers d'immigrants comme lui, Antonio s'installe à New York. Au bout d'un an, il a réussi à obtenir tout ce dont il avait besoin pour faire venir sa famille. En 1907, Rosalia le rejoint, ainsi que Salvatore, son frère aîné et sa sœur. La ville de New York de ces années-là n'est pas le paradis que la famille Luciana recherchait. Ils sont venus pour avoir une vie meilleure, mais ils se retrouvent au milieu de la même pauvreté qu'en Sicile, bien qu'elle soit très différente. Au lieu de l'odeur de soufre qui provient des mines locales et enveloppe leur village, ils sentent l'odeur des ordures en décomposition. Quand Salvatore arrive, la ville de New York connaît une vague de grèves de concierges et des éboueurs locaux, de sorte que les rues du Lower East Side, où la famille Luciana s'est installée, sont littéralement jonchées d'ordures. Le quartier dans lequel vit le petit Salvatore ne se compose pas d'une communauté venue d'un seul pays. Il est habité par des personnes de différentes nationalités avec une prédominance de familles juives, irlandaises et italiennes. Ce fait est très important pour comprendre la formation de la personnalité de Luciana. La socialisation dans un tel environnement permettra plus tard à Salvatore d'éviter les préjugés sur la coopération avec des gangsters non italiens, ce qui lui donnera accès à plus d'opportunités pour gagner de l'argent. En même temps, il sera trop américanisé par rapport à d'autres chefs de la mafia, ce qui portera ses fruits à l'avenir. Pour l'heure, Salvatore, 9 ans, parcourt les rues jonchées d'ordures pour se rendre à son école américaine, suivre son premier cours. Outre les ordures qui ont été enlevées après la fin des grèves, les rues sont occupées par toutes sortes de gangs. Des gangs sérieux d'adultes aux petites bandes d'enfants. Et la différence entre les adultes et les enfants ne réside que dans l'ampleur de leurs actions. Pour le reste, c'est à peu près la même chose. Pillage, vol, raquettes et conflits de territoire permanents. Il est compréhensible qu'entre des cours scolaires ennuyeux et une vie de rue débordante d'émotions, les enfants choisissent la seconde. En outre, le fait qu'une existence isolée est presque impossible, ou plus précisément qu'il n'est pas réaliste de se défendre seul contre les attaques des autres enfants, favorise l'adhésion à des gangs. Tout ce qui attend un enfant solitaire, c'est d'être constamment battu et volé. C'est une véritable jungle de pierre où il est extrêmement difficile de vivre sans appartenir à une bande. Salvatore a une bande. La plupart du temps, ils se livrent au même vol et cambriolage que les autres gangs, mais ils ont un service spécial. Les enfants italiens et irlandais volent souvent les enfants juifs. Lucania décide alors d'organiser son propre service de protection pour ses enfants. Il leur offre sa protection dans les rues pour une somme modique. Beaucoup acceptent et le gang de Lucania dispose alors d'un moyen relativement légal de gagner de l'argent. À cet égard, une légende raconte que c'est ainsi que Salvatore a rencontré son futur partenaire dans les affaires illégales, Meyer Lansky. Que cela soit vrai ou non, il est très probable qu'ils se connaissent déjà à l'époque, car Lansky et Lucania vivaient tous les deux dans le Lower East Side. Il est difficile de dire exactement comment Lansky et Lucania se sont rencontrés, mais l'affirmation selon laquelle Salvatore préfère la vie du gangster juvénile à l'école est vraie à 100%. Il assiste de moins en moins en cours et les surveillants se rendent de plus en plus souvent chez lui pour prévenir ses parents. Salvatore finit par passer 4 mois dans un centre de détention fermé pour adolescents en difficulté. Il sort en 1912 à l'âge de 14 ans.
abandonne enfin l'école et obtient son premier emploi légal, coursier pour le magasin de chapeaux de Max Goodman, où il perçoit selon diverses sources de 5 à 7 $ par semaine. Avoir un travail légal ne signifie pas pour autant qu'il a cessé de s'occuper d'affaires criminelles. Salvatore organise à nouveau un petit gang avec ses connaissances. Il s'adonne principalement au vol et au trafic de stupéfiants, agissant comme intermédiaire pour un trafiquant de drogue local. À la même époque, Lucania quitte le domicile familial. Après s'être disputé avec son père à cause d'un pistolet trouvé dans ses affaires, il loue une chambre avec l'un de ses associés de l'époque, Joe Biondo, qui deviendra plus tard un mafieux de haut rang de la famille Gambino. Lucania vit ainsi jusqu'en 1916, date à laquelle il est pris en flagrant délit de vente de drogue. Il a remis une dose d'héroïne à un homme qui s'avère être un informateur de la police. Et le 27 juin 1916, à l'âge de 18 ans, Salvatore Lucania est condamné à 8 mois de prison dans une maison de correction de New Hampton Farms. C'est à sa sortie que Lucania change son nom, et Salvatore devient Charles. En effet, le diminutif de Salvatore est le prénom féminin de Sally, ce qui faisait de Lucania une cible facile de plaisanteries explicitement piquantes pour les autres prisonniers. L'Italien en a tellement marre qu'il décide de changer de nom. À sa sortie de prison, Charles occupe pendant un certain temps un emploi de commis de bord, mais il abandonne rapidement cette activité quand il gagne au dé presque son salaire annuel de 244 $. À partir de ce moment-là, il n'occupera plus de travail légal, mais il concentre toute son attention sur la construction d'une carrière criminelle. Dans la biographie de Lucania, la période allant de 1916 à 1920 est un blanc flou sur lequel on dispose de très peu d'informations. Tout ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il continue à développer sa carrière criminelle. Certaines sources affirment qu'il reprend ses activités avec le même gang que celui avec lequel il travaillait avant son séjour en prison. D'autres affirment qu'il devient de plus en plus proche de Lansky et de son associé Ben Siegel. Sachant que Lucania travaillera plus tard pour plusieurs gangs criminels en même temps et qu'il développera ses affaires en parallèle, je pense que les deux affirmations sont vraies. Charles, comme je le démontrerai plus tard, a toujours fait passer ses gains personnels en premier dans toutes ses transactions. Des attributs tels que l'appartenance à un gang ou la loyauté ne sont qu'un moyen d'accroître sa richesse personnelle. En 1920, il bénéficie de son premier tremplin pour cette augmentation de richesse. La prohibition vient d'être introduite aux États-Unis. Cette période, qui va jusqu'à la guerre de Castellamarese, se caractérise par Luciano par l'établissement de relations, puis d'affaires communes avec presque tous les futurs acteurs clés du monde criminel de New York. Charles commence ses affaires pendant la prohibition avec Lansky et son gang juif. Leur activité consiste à dévaliser des entrepôts contenant de l'alcool pour le revendre ensuite à des bars. Très vite, cette méthode n'a plus raison d'être, car les entrepôts sont tout simplement à court de boissons alcoolisées, qui avaient été accumulées là avant l'adoption de la loi. Lucania commence alors à rechercher de nouveaux moyens de gagner de l'argent et, avec son partenaire de longue date, Joe Biondo, qui vient d'être libéré de prison, il se lance dans ce que l'on appelle la transformation d'alcool industriel légal, en alcool de vin illégal. Cet alcool est ensuite utilisé pour fabriquer un semblant de boisson alcoolisée connue et vendue à des débits de boissons. Une autre façon de se procurer de l'alcool de vin consiste à l'acheter à des usines de parfumerie, où il est utilisé pour la création de parfums. Cet alcool est ensuite dilué de la même manière et vendu au bar. Outre la vente directe de boissons alcoolisées, Luciano gagne de l'argent en vendant des matières premières à ceux qui se livrent à la distillation de l'alcool de contrebande. Peu à peu, le capital de Lucania s'accroît et il commence à ouvrir ses propres distilleries. Il signe également un contrat de fourniture de whisky avec l'un des plus grands grossistes du début de la Prohibition, Wakes & Gordon. Grâce au contact de Lansky, Lucania fait la connaissance d'un investisseur en capital risque particulier du monde criminel de ces années-là, Arnold Rothstein. Rothstein est un investisseur qui, pendant la Prohibition, investit dans les entreprises illégales d'autres gangsters et influence ainsi la formation de pratiquement tous les gangsters juifs connus de cette période. Connaître Rothstein permet également à Luciano d'entrer dans le gang de Jack Diamond, qui dirige les opérations de trafic d'alcool de Rothstein et s'engage dans toutes sortes d'activités illégales, qui vont du vol de marchandises d'autres trafiquants au vol et braquage. Le gang comprend également un autre gangster notoire, Dutch Schultz. Faisant des affaires avec les Juifs et les Irlandais, Luciano n'oublie pas d'établir des relations avec ses compatriotes.
Il a des relations dans la famille Gambino par l'intermédiaire de son ancien associé Joe Biendo, et pour l'ouverture de distillerie, il travaille avec Willy Moretti, le cousin de Frank Costello. Mais le plus précieux pour Lucania durant cette période est sa connaissance de Joe Masseria, surnommé Joe le Boss. Masseria et son gang contrôlent tout le Lower East Side, le quartier où Lucania et Lansky mènent leurs activités de contrebande. Il est évident que tôt ou tard, leurs intérêts devaient se croiser, et Charles finit par attirer l'attention de Masseria et il est recruté par Joe le Boss en tant que tireur extérieur en 1920. L'organisation de la famille Masseria que Lucania rejoint 2 ans plus tard. En 1922, pendant la guerre des mafias, Umberto Valentini tente d'assassiner Masseria, mais Joe le Boss s'en sort indemne et riposte 3 jours plus tard. Il organise une rencontre avec Valentini pour soi-disant apaiser le conflit, mais il est en fait accompagné de 3 hommes armés, dont Lucania. C'est Charles qui parvient à tuer Valentini au cours d'une fusillade, ce qui lui permet de rejoindre la famille Masseria. La guerre dure encore 1 an, au cours duquel plusieurs membres haut placés du groupe Masseria trouvent la mort. Ce fait, ainsi que le fait que Lucania rapporte un beau revenu à la famille, permet à Charles en 1923 de prendre la position de capot dans l'organisation de Joe le Boss, mais aussi de prendre le contrôle de jeux d'argent qui appartiennent aux Masseria. À peu près à la même époque, Frank Costello, un homme qui deviendra plus tard un partenaire proche de Luciano, rejoint également la famille de Joe le Boss. On ne peut pas dire s'ils se connaissaient avant la Prohibition et s'ils faisaient partie de la même famille mafieuse, mais pendant la Prohibition, ils font déjà des affaires ensemble. Ils ont notamment un itinéraire commun pour livrer du whisky à New York avec le gangster irlandais William Dwyer. Toujours pendant la Prohibition, Luciano, en plus des noms déjà cités, fait des affaires avec plusieurs autres gangsters qui occuperont plus tard des positions élevées dans la hiérarchie criminelle. L'un des plus importants dans l'histoire de Lucania est Vito Genovese. Même si Luciano n'est pas le dernier homme de la famille mafieuse Masseria, il continue à faire des affaires à côté. Il entretient des relations étroites avec Lansky, ils partagent même une chambre d'hôtel où ils ont établi leur quartier général. Il traite avec le groupe de Jack Diamond et, plus surprenant encore, avec Arnold Rothstein, qui est pourtant à l'époque en état de guerre froide avec le patron direct de Luciano. Rothstein est l'un des plus gros grossistes en héroïne de New York à l'époque, et Charles continue à vendre de la drogue. Il est d'ailleurs pris en flagrant délit en 1923 en vendant à nouveau de la marchandise à un policier sous couverture. Cette deuxième accusation de trafic de drogue menace Luciano d'une peine de 10 ans d'emprisonnement, ce qu'il ne veut pas, alors il passe un accord. En échange d'un non-lieu total, il révèle aux forces de l'ordre l'emplacement de sa propre cachette qui contient des marchandises d'une valeur de 150 000 $. Du point de vue du code de la mafia, il est irréprochable, car il n'a trahi personne et n'a témoigné que contre lui-même. Mais d'un autre côté, il a tout de même passé un accord avec les enquêteurs, ce qui ternit sa réputation dans le monde criminel. Après s'être tiré d'affaire et avoir évité l'emprisonnement en 1923, Charles passe les 6 années suivantes dans le calme. Le seul événement marquant de cette période dans le monde de la pègre est la mort d'Arnold Rothstein, qui n'affecte pas directement Lucania. Sinon, rien de remarquable, de petites descentes du commerce d'alcool illicite et quelques arrestations mineures, la routine habituelle du travail des gangsters de ces années-là. Mais ce n'est que le calme avant la tempête. Une tempête qui va apporter à Charles Luciano ce qu'il a toujours cherché. La période de la guerre de Castellamarese est, pour Luciano et la mafia italienne aux États-Unis dans son ensemble, un moment révolutionnaire qui a séparé les événements entre un avant et un après. C'est à l'issue de ce conflit que la Cosa Nostra émerge sous la forme que nous connaissons tous, avec Luciano à la tête de sa famille mafieuse. Mais avant d'aborder la guerre des Castellamarese, il faut parler d'un autre mythe que l'on entend souvent lorsqu'on décrit la vie de Luciano. Il s'agit bien sûr de la fameuse bastonnade subie par Luciano, à laquelle il aurait miraculeusement survécu et qui lui aurait valu son surnom de Lucky. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle et qui découvrent ce personnage pour la première fois, voici l'histoire. Dans la soirée du 16 octobre 1929, Luciano est invité à une réunion avec Salvatore Maranzano, le chef du groupe qui s'oppose à Joe Masseria, le patron de Luciano. Lors de ce rendez-vous, Maranzano suggère à Charles de tuer Joe le Boss, mais devant le refus de Luciano, il a recours à la torture et au supplice, afin d'inciter Luciano à passer à l'acte. Après avoir violemment battu Charles, sans pour autant avoir obtenu la réponse souhaitée, les hommes de Maranzano le jettent dans un fossé. Un peu plus tard, Luciano reprend conscience et, à 1h du matin,
il avait atteint le boulevard Hillan à Staten Island, où il est retrouvé par des policiers en patrouille et emmené à l'hôpital. C'est là que Meyer Lansky vient le voir et lui donne le célèbre surnom de Lucky. Cette histoire apparaît pour la première fois dans le livre Lucky Luciano, testament rédigé à partir des notes de Martin Gosch qui s'est entretenu avec Luciano peu avant sa mort. Cependant, il faut d'abord dire que ces notes n'ont jamais été vues par personne d'autre que Richard Hammer, qui a écrit le livre, car elles ont été brûlées par la veuve de Gosch, et Richard Hammer est décédé peu de temps avant la publication. Deuxièmement, une grande partie de ce livre a été réfutée par ceux qui ont été directement impliqués dans les événements. Hammer lui-même a déclaré que les notes de Gosch ressemblaient davantage au scénario d'un film d'action sur les gangsters qu'à une biographie, ce qui est également vrai puisque Gosch se préparait à réaliser un film sur Luciano. En réalité, cette histoire a également été réfutée non seulement par tous les participants à ces événements, mais aussi par Luciano lui-même, qui a raconté la véritable histoire à Salvizzini, un agent secret chargé de la lutte contre le trafic de drogue qui, dans les années 1950, était étroitement lié à Luciano et faisait partie de son entourage. En fait, il n'y a pas eu d'altercation criminelle et Maranzano est loin d'être à l'origine du passage à tabac. Luciano a été enlevé ce jour-là par des policiers qui enquêtaient sur un meurtre commis en Otzi Club. Ils voulaient savoir où se trouvait Jack Diamond, l'ami de Lucania, qui était le principal suspect du meurtre. Mais quelque chose a mal tourné et les policiers sont allés trop loin dans leur interrogatoire musclé. Pensant que Luciano était mort, ils l'ont abandonné à Staten Island et sont partis. L'instant d'après, des patrouilleurs l'ont trouvé et l'ont emmené à l'hôpital. Vizzini a repris cette histoire dans ses rapports à la fin des années 1950, mais dans Lucky Luciano, testament paru dans les années 1970, l'histoire des tortures infligées par Maranzano a déjà été publiée. En outre, la théorie de la folie criminelle ne résiste pas à la logique habituelle. À cette époque, Luciano était déjà dans un membre important du groupe Masseria, ce qui signifie que Maranzano n'aurait pas pu le laisser en vie après l'avoir abattu, car il se serait alors créé un sérieux ennemi. Si l'histoire du passage à tabac de Luciano par Maranzano était vraie, je serais en train de conclure en parlant des magnifiques funérailles de Luciano. Et ce n'est pas là que Luciano tient son surnom de Lucky. En fait, Lansky n'a rien à voir avec l'apparition de ce surnom. Il a été surnommé Lucky dans les journaux quelques années avant ce malheureux événement. Il est fort probable que ce surnom soit apparu dans son enfance et provienne de l'abréviation de son nom de famille, Lucania, d'où l'on pourrait tirer le mot luck qui signifie chance. Mais si Maranzano n'a aucun lien avec l'histoire de la bastonnade, il figure au tout premier rang dans l'histoire de la guerre des Castellamarese. Maranzano est arrivé aux États-Unis en 1925, après avoir quitté sa patrie en raison de l'arrivée au pouvoir du régime fasciste de Benito Mussolini. En Amérique, il prend rapidement du poids parmi ses compatriotes de Castellamarese del Golfo, en grande partie grâce au soutien d'une figure importante de la mafia italienne, Don Vito Gascioferro. Maranzano est, comme tant d'autres, un trafiquant d'alcool. C'est la raison principale du premier conflit avec Joe Masseria qui, à cette époque, a déjà gagné le titre de patron de tous les patrons. Les hommes de Maranzano et de Masseria attaquent parfois les caravanes d'alcool de l'un et de l'autre, ce qui ne manque pas de susciter des tensions. Le second facteur est que Masseria a soutenu Al Capone dans le conflit qui l'oppose à Joe Aiello, l'un des Castellamare de Chicago. Il veut également mettre hors d'état de nuire Gaspare Milazzo à Détroit. Le troisième facteur découle du précédent. Masseria veut mettre la main sur tout ce qui lui tombe sous la main, ce qui n'arrange pas grand monde. Le conflit ouvert commence par 2 meurtres. Tout d'abord, en février 1930, Gaetano Reina, qui s'est détaché de la faction de Masseria et a commencé à coopérer avec Maranzano, est assassiné. Puis, en mai de la même année, Gaspare Milazzo est tué sur ordre de Masseria. Après cela, les corps commencent à tomber dans les 2 camps. Dans le contexte de l'histoire de Luciano, il n'est pas très important de savoir qui a tué qui et quand au cours d'une guerre donnée, et nous n'en parlerons donc pas. Il est beaucoup plus important de comprendre que Luciano a essayé de rester aussi loin que possible des conflits. Il se rend même avec Jack Diamond en Allemagne à la fin du mois d'août 1930 pour mettre en place son propre réseau de contrebande et de drogue. Et à ce moment-là, l'affrontement bat déjà son plein. Luciano ne s'intéresse pas du tout à cette guerre. Les meurtres incessants attirent inutilement l'attention des forces de l'ordre sur ce commerce illégal, ce qui entraîne des pertes financières. Peu à peu, de nombreux autres participants au conflit parviennent à la même conclusion. Et comme l'organisation de Masseria est alors en position nettement perdante, c'est là que les doutes sur le meurtre de son patron commencent à germer.
En outre, Maranzano déclare toujours qu'il ne souhaite que la mort de Masseria. Il ne poursuivra pas les autres participants au conflit. En printemps 1931, la proposition de Maranzano est acceptée. Luciano le rencontre et lui confirme qu'ils sont prêts à organiser l'assassinat de Masseria. Le 15 avril de cette année-là, Joe le Boss est assassiné dans un restaurant de Coney Island et la guerre des Castamayarese prend fin. En tuant Masseria, Luciano accepte ouvertement la responsabilité de l'acte. Comme le rappelle Nick Gentile dans sa biographie, il fait également comprendre à Maranzano que l'assassinat de Joe le Boss a été commis à son avantage, Charles Luciano, et non à celui de Maranzano, ajoutant à la fin que toutes les poursuites de persécution à l'encontre d'un membre de l'ancien groupe de Masseria entraîneraient immédiatement une reprise des hostilités. Maranzano accepte les conditions de sa victoire. Peu après la mort de Joe le Boss et la fin de la guerre, il convoque une réunion générale des gangsters siciliens dans le Bronx, où il célèbre sa victoire et fait le premier pas vers la création de la structure familière de la mafia de New York. Lors de cette réunion, il est décidé que tous les gangs siciliens seront désormais regroupés en 5 familles, qui seront dirigées par un patron et un sous-chef. Luciano devient le chef de l'ancienne famille Masseria, désormais appelée famille Genovese. Son sous-chef est Vito Genovese. Joseph Bonanno devient le chef de la famille Bonanno et Joe Profacci celui de la famille Colombo. Tom Galliano prend la tête de la famille Lucchese, tandis que la famille Gambino est dirigée par Vincent Mangano. Au-dessus des patrons des 5 familles se trouve Maranzano lui-même, qui reçoit le titre de patron de tous les patrons. Cependant, Maranzano ne va pas garder longtemps ce statut élevé. Dans l'ensemble, il aspire à la même chose que Masseria, c'est-à-dire un pouvoir sans partage qui ne soit menacé par rien. Cette aspiration déplaît non seulement à ses anciens adversaires de la guerre de Castamayarese, mais commence aussi à déplaire à ses alliés. Joe Bonanno, qui a été l'un des partisans de Maranzano, rappelle plus tard qu'en se voyant attribuer le titre de patron de tous les patrons, il a démontré à tous un style de gestion de l'organisation qui ne convient pas du tout à la génération de Siciliens qui ont grandi en Amérique. Maranzano souhaite commencer à établir sa dictature en éliminant tous ceux qui se sont opposés à lui dans la guerre des Castamayarese. La liste des exécutions comprend entre autres des noms comme Al Capone, Lucky Luciano, Frank Costello, Joe Adonis, Willie Moretti, ainsi que quelques gangsters juifs importants. Le premier sur la liste est Luciano. Pour y parvenir, Maranzano réussit même à engager un gangster irlandais, Vincent Cole. Ce dernier ne réussit cependant pas à exécuter l'ordre à temps. Lucania découvre à la fois la liste de personnes à abattre et le tueur engagé. Il frappe donc le premier. Charles commence par montrer l'existence de la liste des personnes à abattre à ceux qui y figurent, ainsi qu'à ceux qui peuvent potentiellement s'opposer à Maranzano. Puis, après s'être assuré le soutien des gangsters de tout le pays, il commence à préparer une tentative d'assassinat sur le patron de tous les patrons. En septembre 1931, Maranzano a des problèmes avec le service des impôts qui sont connus de Luciano. En raison de ses problèmes avec la justice, le patron de tous les patrons doit désarmer les gardes de son bureau afin de ne pas ressusciter de questions supplémentaires en cas de contrôle inopiné. Luciano décide d'en profiter et envoie des assassins au bureau de Maranzano, qui se présentent comme des agents de l'Internal Review Service, le service des impôts américain. Les assassins n'ont aucun mal à pénétrer dans le bureau, descendent Maranzano et s'enfuient avant l'arrivée de la police. Le dernier chef de la mafia italienne en Amérique a été tué aussi simplement que cela. Le jour et la nuit qui suit l'assassinat de Maranzano, selon une légende également très répandue, plusieurs dizaines d'autres meurtres d'hommes de main de l'ancien chef de tous les chefs sont perpétrés à travers les États-Unis. L'événement a même reçu un nom, la nuit du souper sicilien. Cependant, il est peu probable que vous trouviez ne serait-ce qu'une seule personne capable de citer au moins 10 noms des partisans de Maranzano tués ce jour-là. Ce mythe a été créé artificiellement, et il est aujourd'hui difficile de déterminer qui a été le premier à faire circuler cette histoire. Tous les auteurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont travaillé avec les archives de ces années-là réfutent les événements de la nuit du souper sicilien. Et même dans Lucky Luciano, Testament, cette histoire est niée et qualifiée de pure imagination. Tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, de nombreuses personnes sont déjà mécontentes de leur patron au moment où Maranzano est assassiné. Deuxièmement, Luciano a ouvertement démontré que la mort du patron de tous les patrons n'était qu'une action défensive, car Maranzano avait décidé d'attaquer le premier, rompant ainsi la promesse qu'il avait faite à la fin de la guerre des Castayamarese. Pour les anciens partisans de Luciano et de Maranzano, il est donc inutile de poursuivre ce conflit. À partir de là, ils poursuivent leurs activités tranquillement, sans se soucier des vieilles querelles. La suppression du titre de patron de tous les patrons et la création de la commission y contribuent grandement. On attribue cette réorganisation au seul mérite de Luciano, en disant qu'il a nourri l'idée pendant plus d'1 an et qu'il en a été le principal lobbyiste.
Cependant, cette affirmation est également fausse et provient à nouveau du livre de Lucky Luciano, Testament. Une sorte de commission a été créée pendant la guerre des Castellamarese pour résoudre ce conflit. Mais le vainqueur, Maranzano, s'est proclamé le patron de tous les patrons et l'idée n'a pas été poursuivie, sans pour autant disparaître. Dans les mémoires des mafieux de ces années-là, Nick Gentile confirme également que l'idée de la commission n'était pas une initiative personnelle de Luciano. Charles n'était que l'un des nombreux partisans de l'abolition du patron de tous les patrons et de la création de la commission. La commission elle-même est une sorte d'organe de direction censé résoudre par le vote les litiges qui pourraient subvenir entre les familles. Elle est composée des patrons des 5 familles de New York ainsi qu'Al Capone de Chicago et Frank Milano de Cleveland. Un autre fait controversé concernant la commission est que Luciano a été le premier président. Selon Joe Bonanno, dans son livre L'homme d'honneur, Luciano n'a jamais occupé ce poste au sein de la commission. Vincent Mangano a été le premier président jusqu'à sa mort. Mais même en supposant que Luciano est élu président de la première commission, son vote a autant d'importance que celui des autres. Et le président n'est pas du tout le patron de tous les patrons. De plus, il y a au moins 3 personnes dans la commission qui ne sont pas des partisans de Luciano, et cet organe n'est pas du tout un rassemblement d'amis de Charles par l'intermédiaire desquels il peut faire pression dans son intérêt. Néanmoins, Luciano est tout à fait satisfait de la situation. Il peut désormais faire des affaires avec la famille comme il l'entend et coopérer avec ceux dont il a besoin. Il n'y a plus de grand parrain au-dessus de lui qui peut à tout moment influencer son organisation d'un simple mot. Luciano obtient enfin ce pourquoi il travaille depuis si longtemps, son indépendance, l'indépendance de gagner de l'argent. La fin de la guerre des Castellamarese et la création de la commission ramènent la paix et l'ordre dans la mafia italienne. On pourrait même dire que cet événement rétablit l'ordre au sein de la Cosa Nostra. Et même si les escarmouches et les conflits dans le monde criminel de New York dans son ensemble se poursuivent, et que Luciano est directement impliqué dans certains d'entre eux, c'est cette période de 1931 à 1936 qui est pour Luciano l'époque dorée. À cette époque, il a déjà établi son réseau de contrebande de drogue aux États-Unis et va bientôt mettre en place un vaste réseau de maisons closes. Ce sont ces deux activités qui constituent l'essentiel de ses revenus après l'abolition de la prohibition, qui permettent à Luciano d'accumuler une fortune de plusieurs millions de dollars, ce qui lui permet de vivre sans rien s'interdire. Mais avant de parler du mode de vie de Luciano et du fonctionnement de son organisation à son apogée, il faut d'abord parler de ce qu'on appelle le syndicat du crime national. Le syndicat du crime, tel qu'on l'entend généralement, est une immense corporation criminelle qui couvre la majeure partie des États-Unis. Il se compose de nombreux gangs, qui sont des branches dont les limites sont clairement définies. La gestion des branches est assurée par un conseil spécial, dirigé par Luciano. Dans la réalité, cependant, tout est un peu différent. Tout d'abord, et c'est peut-être par là qu'il faut commencer, les chercheurs ne sont pas parvenus à un consensus sur l'existence même du syndicat. Ensuite, s'il a existé, il ne s'agissait pas d'une société à gestion centralisée, mais plutôt d'un syndicat, c'est-à-dire d'une association d'hommes d'affaires pour faire des affaires ensemble où chacun conserve son indépendance. Toutes les réunions du syndicat sont des discussions sur de nouveaux projets d'investissement. Ainsi, par exemple, ils investissent dans des jeux d'argent à Las Vegas et à Cuba. Ou encore, selon des informations non vérifiées, ils investissent de l'argent dans des campagnes électorales de certains candidats à la présidence des États-Unis. Mais personne ne se soucie de la manière dont les participants extraient l'argent de leur investissement commun. Chaque patron a le droit de faire ce qu'il veut sur son propre territoire et aucun conseil, ni Lucky Luciano, n'a ce rôle. Et il serait étrange que Luciano, qui n'est pas le chef de tous les chefs de la mafia italienne, mais seulement l'un d'entre eux, devienne soudain le chef de tout le monde criminel des États-Unis. À l'époque, Luciano s'intéresse davantage à ses propres affaires qu'à la domination du pays tout entier. La prohibition est sur le point d'être abrogée et il travaille dur pour trouver de nouveaux moyens de gagner de l'argent. Luciano a commencé à construire son réseau de contrebande d'héroïne alors qu'il n'était pas encore chef de la mafia. Bien qu'un voyage en Allemagne en 1930 se soit soldé par un échec, son camarade de longue date du Lower East Side, Del Grazio, complète le réseau pour Charles. À la fin de l'année 1931, Luciano dispose de sa propre route d'héroïne vers New York. En quelques années, le marché de Luciano s'est étendu bien au-delà du Lower East Side et, en 1934, jusqu'à la côte ouest, où Charles tombe sur une mine d'or pour les trafiquants de drogue, c'est-à-dire Hollywood. Cependant, on en sait beaucoup moins sur le trafiquant de drogue Luciano que, par exemple, sur le trafic d'alcool Luciano ou le racketteur Luciano, et certainement moins que le proxénète Luciano. Luciano est né de la mécanique des maisons closes de New York, où chaque rouage est à sa place. Cette machine fonctionne sans heurts et rapporte à son propriétaire beaucoup d'argent, mais en même temps mutile les vies de certaines jeunes filles. Le système créé par Charles est un véritable esclavage sexuel dans toute son horreur.
Après l'abolition de la prohibition en 1933, les gangsters commencent à chercher de nouveaux moyens de s'enrichir. Certains, comme Frank Costello, se tournent vers les machines à sous. D'autres, comme Louis le Comptable, se lancent dans le racket. D'autres encore, comme Dutch Schultz, ouvrent les loteries illégales. Certains, comme Luciano, deviennent des trafiquants de drogue. Mais personne ne s'intéresse aux maisons closes disséminées dans tout New York. Luciano est le premier à voir toute l'étendue du possible dans ce domaine. Par le biais de menaces et d'intimidations, Charles réussit en peu de temps à prendre le contrôle de l'ensemble des maisons closes de la Grosse Pomme. Ce racket de la prostitution est appelé la combinaison. Au sommet se trouve Luciano lui-même. Au-dessous de lui, dans la hiérarchie, se trouve une organisation criminelle appelée Mott Street Mafia, et représentée par ses chefs Abby Heller, Dave Petillo, Jim Fredericks et Tommy Pinocchio. Viennent ensuite les mères Mackerel et les proxénètes. En bas de la chaîne, il y a les prostituées. Le système fonctionne de la manière suivante. Les prostituées servent les clients et versent un pourcentage aux mères Mackerel. Celles-ci payent un taux fixe aux proxénètes pour chaque fille qui l'amène dans leur maison close, et les mères Mackerel et les proxénètes payent un pourcentage à Luciano. La mafia de Mott Street est chargée de collecter l'argent et de maintenir l'ordre, et reçoit enfin un pourcentage de ce que touche Luciano. La seule faille du système est le sort réservé aux prostituées. Les filles entrent dans les maisons closes de différentes manières, mais presque jamais de leur plein gré. On les attire de l'extérieur de la ville en leur promettant de bons emplois à New York, et on leur prête de l'argent qu'elles ne peuvent pas rembourser. Des proxénètes particulièrement séduisants parviennent parfois simplement à séduire des filles crédules. Mais quelle que soit la façon de les attirer, une fois dans le bordel, c'est la même chose qui les attend toutes. D'abord, elles sont violées à plusieurs reprises pour les briser moralement, puis elles sont droguées. Ainsi, devenues accros aux substances, les filles, d'une part, finissent par verser tous leurs gains à Luciano en lui achetant de la drogue, et, d'autre part, ne s'enfuient pas du bordel, car c'est leur seul moyen de gagner l'argent de la drogue dont elles ont besoin. Dans ce système, la totalité de l'argent gagné est prélevée sur les prostituées, et dès que les filles perdent leur apparence commercialisable, elles sont simplement jetées à la rue pour y subir leur sort, et de nouvelles viennent les remplacer. L'activité génère un revenu net d'environ 2 millions de dollars par an pour Luciano. Si l'on ajoute à cela les revenus de la vente de drogue, ainsi que l'argent déjà gagné pendant la prohibition, on obtient une fortune de près d'1 million de dollars, ce qui permet à Charles de vivre sans se priver de quoi que ce soit. Cependant, la vie de Luciano ne ressemble pas à celle d'Al Capone, qui organise des fêtes de plusieurs dizaines de milliers de dollars et fait de chacune de ses apparitions en public un véritable spectacle. Luciano préfère rester dans l'ombre, estimant qu'attirer trop l'attention dans ses affaires n'est pas bon. Il n'a pas de résidence permanente, préférant les chambres d'hôtel, où il vit sous de faux noms. Il n'a ni femme ni enfant, auxquels il préfère des relations faciles sans engagement. Il n'accorde pas d'interview et s'efforce de faire en sorte que son nom soit prononcé le moins possible. Pourtant, très bientôt, un homme va entrer dans sa vie et faire crier le nom de Charles Luciano à toute l'Amérique. Jusqu'en 1931, le gratin de la pègre new-yorkaise vivait sans craindre d'aller en prison, car les autorités étaient le plus souvent achetées et fermaient les yeux sur bien des choses. C'est alors que l'incorruptible procureur Thomas Dewey entre en scène et lance sa croisade contre le crime organisé. Les premiers à tomber sous l'épée punitive de la justice sont les petits escrocs. Dewey s'attaque aux loteries illégales de Harlem et fait comparaître le gangster Henry Miro pour non-paiement d'impôts. Le procureur se rend compte qu'il a attrapé un poisson moyen et qu'il y en a des dizaines d'autres dans tout Harlem. Mais le montant des revenus concernés que Miro parvient à établir lui ouvre les yeux sur l'ampleur réelle du crime organisé. Si le gangster moyen gagne au moins 1 million de dollars par an, combien possède l'homme qui est à la tête de toute l'organisation ? Comprenant cela, Dewey se met à creuser avec vigueur redoublée. Au début de l'année 1933, il dispose de suffisamment de preuves pour 2 grands gangsters. Il se rapproche de Weksey Gordon et de Dutch Schultz. Gordon est arrêté et condamné pour fraude fiscale cette année-là, mais Schultz réussit à s'échapper pendant un certain temps. En plus d'enquêter et de rassembler des preuves, Dewey tente également d'influencer le grand public. Il donne des conférences à la radio, dans lesquelles il parle de l'importance du crime organisé dans le pays et de la profondeur avec laquelle il a pénétré dans toutes les institutions sociales. Ces conférences créent dans l'esprit des gens l'image d'une énorme pieuvre qui, avec ses tentacules, peut atteindre n'importe qui. Un peu plus tard, Dewey place Luciano à la tête de cette organisation, ce qui constituera la première étape de la formation du mythe de Charles Luciano en tant que plus grand gangster et patron de tous les patrons. Entre-temps, une fois Gordon enfermé, Dewey s'intéresse de très près à Schultz, qui, surveillé de si près, commence à perdre le contrôle de son organisation, qui est lorgnée par d'autres gangsters, en particulier Charles Luciano. Plus Schultz est sous pression, plus son tempérament violent se manifeste. Finalement, il n'en peut plus et décide de se débarrasser de son persécuteur de la manière habituelle. Le néerlandais décide de tuer Dewey.
Cette décision est très vite connue des autres patrons du crime, pour qui cette idée devient une bonne raison de tuer Schultz et de poursuivre la division de ses territoires et de ses sphères d'influence. Le 23 novembre 1935, des tueurs à gages abattent le néerlandais et ses hommes dans un café du New Jersey. Sans s'en rendre compte, Luciano, en rédigeant une condamnation à mort pour Schultz, a aggravé son cas. Dewey, avec la mort de Dutch, a perdu la proie qu'il avait presque attrapée, et il a maintenant besoin d'une nouvelle cible. Bientôt, il va faire sortir Luciano de l'ombre dans laquelle il s'est si soigneusement caché, et va le placer sous la lumière de centaines de projecteurs sous lesquels Charles se tiendra pour le restant de sa vie. En fait, pour être exact, Dewey a engagé Luciano plusieurs mois avant le meurtre de Schultz. Seul le procureur ne sait pas encore que la piste des bordels le mènera à Luciano. En juillet 1935, des citoyens inquiets demandent à Dewey d'enquêter sur la multiplication des cas de prostitution homosexuelle dans les rues de New York. Le procureur répond à cette demande et, lorsqu'il commence à creuser dans cette direction, il s'avère que la prostitution homosexuelle n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la prostitution hétérosexuelle. Plus Dewey poursuit ses recherches, plus il lui apparaît clairement qu'il y a un groupe organisé derrière tout cela. Et pour comprendre enfin ce qui se cache derrière le commerce de la prostitution à New York, Dewey organise en février 1936 une descente dans les maisons closes, au cours de laquelle il arrête et interroge 125 personnes, dont les prostituées, des mères maquerelles et des proxénètes. Au cours de ces interrogatoires, les enquêteurs vont pouvoir établir toute la structure de la combinaison de Luciano. Il ne reste plus à Dewey qu'à rassembler toutes les preuves et à inculper Luciano. La difficulté est que le procès ne peut avoir lieu sans l'accusé, qui s'est providentiellement enfui de New York pour se réfugier à Hot Spring, dans l'Arkansas. En apprenant cela, Dewey ordonne l'arrestation de Luciano dans cette ville et fixe la caution à 200 000 $. Mais par la volonté d'une puissance supérieure, ou peut-être de quelqu'un d'autre, le juge local n'écoute pas Dewey et fixe la caution à 5 000 $, que Luciano paye aisément. Libéré sous caution en avril 1936, Charles s'apprête à fuir au Mexique, mais l'assistant de Dewey, qui arrive à Hot Spring et convainc le juge local d'émettre un mandat d'arrêt contre Luciano sans caution, bouleverse ses plans. Luciano est remis en prison, où les autorités locales lui assurent un séjour confortable. L'assistant de Dewey demande alors l'extradition de Luciano vers New York, ce qui lui est refusé en raison d'une condamnation locale prétendument valable qui interdit à Luciano de quitter l'Arkansas. En réponse, Dewey, par l'intermédiaire du gouverneur de l'Arkansas, s'empare littéralement de la prison où Luciano était tenu par des gardes forestiers locaux. De là, Charles est transféré dans une prison de capitale de l'État, où les conditions sont moins agréables. Ce n'est qu'à partir de là que Luciano sera transféré à New York, ses avocats n'ayant pas eu le temps de faire appel de l'extradition de l'Arkansas. Lors d'un nouveau procès, Luciano est reconnu coupable et condamné à 35 ans de prison. Il s'agit de la peine la plus longue de tous ceux qui se sont retrouvés sur le banc des accusés dans cette affaire. C'est également la première fois qu'un gangster de ce calibre est condamné avec succès pour un motif autre que la fraude fiscale. Dewey fait de Luciano la personnification du crime organisé, ce procès constituant la couverture à l'aune de laquelle l'ensemble du livre est jugé. Et à l'avenir, de nombreuses personnes parleront de l'ensemble du livre sans jamais regarder au-delà de la couverture, donnant l'impression trompeuse que la couverture n'était pas la base du livre, mais que le livre a été écrit pour l'amour de la couverture. Lorsque Luciano est emprisonné, le pouvoir dans sa famille passe d'abord à Vito Genovese, ce qui remet en question le niveau d'influence de Charles sur les affaires, puisque Vito veut les pleins pouvoirs, comme il le confirmera quelque temps plus tard. Mais Genovese tombe dans le collimateur de Dewey presque immédiatement après Luciano, et il est contraint de fuir en Italie dès 1937. La gestion de la famille est alors confiée à Frank Costello, qui rend fréquemment visite à Luciano en prison. On peut dire que même incarcéré, Charles continue à gérer la famille mafieuse par l'intermédiaire de Costello. La gestion des biens personnels et de l'argent de Luciano est confiée à son vieil ami et partenaire, Meyer Lansky. Luciano n'a pas perdu l'espoir de faire appel du verdict et d'obtenir un réexamen de l'affaire. Pendant plusieurs années, les avocats de Luciano se battent pour sa libération, mais les procédures judiciaires n'ont aucun effet. La seule chose qui aide Charles est l'imminence de la Seconde Guerre mondiale et à l'aide apportée à la marine américaine. Le monde criminel des États-Unis, depuis le milieu des années 1930, même si ce n'est pas officiellement, mais plutôt par conviction, a déjà aidé les autorités américaines à lutter contre le fascisme. La mafia italienne, que Mussolini persécute dans son pays, s'oppose à ses partisans aux États-Unis. Et les gangsters juifs se battent contre les fascistes américains qui soutiennent Hitler, dont on sait comment il a traité le peuple juif. Il n'est donc pas surprenant que les autorités fassent plus tard une offre officielle de coopération. À partir de la fin de 1941, lorsque les États-Unis entrent officiellement dans la Seconde Guerre mondiale, ils pâtissent beaucoup des sous-marins allemands, qui attaquent presque tous les navires quittant le port de New York et qui réorganisent constamment les rangs des saboteurs du Troisième Reich, opérant directement dans les docks locaux.
Le point de rupture, à partir duquel les dirigeants de la marine américaine réalisent qu'ils sont en train de perdre sur leur propre territoire, est l'incendie du 9 février 1942, à la suite duquel le croiseur Normandie, d'une valeur de 56 millions de dollars, et capable de transporter jusqu'à 10 000 soldats à la fois, est mis hors d'usage. Au sujet de cette catastrophe, il existe au moins deux versions pour décrire les événements qui se sont produits à ce moment-là. Selon l'une d'entre elles, l'incendie a été provoqué par des saboteurs allemands, et selon une autre, c'est la mafia italienne qui a agi, sur ordre de Luciano, afin que le gouvernement demande au plus vite l'aide des gangsters. Peu importe laquelle des deux versions est la bonne, puisqu'elles aboutissent toutes au même résultat. La marine demande effectivement de l'aide aux gangsters qui contrôlent ce port. Elle s'adresse à un gangster nommé Joe Lanza, qui raquette les syndicats des travailleurs du port et contrôle l'ensemble du secteur de la pêche. Lanza fait alors l'objet d'une enquête et accepte d'aider les services de renseignement militaire de la marine, même sans promesse directe d'abandon des poursuites. Meyer Lansky, qui, comme Luciano, connaît Lanza depuis de nombreuses années et l'a aidé plus d'une fois, est bientôt informé de la coopération de Lanza avec les autorités. Combinant ce fait avec l'emprisonnement de Luciano, Lansky comprend qu'il a une grande opportunité de faire sortir son vieil ami de prison. À la demande de Lansky, Lanza dit aux représentants de la marine qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour eux, et que s'ils ont besoin de plus d'aide, ils doivent s'adresser à un homme qui a bien plus de pouvoir que lui. Sur ce, Lanza dirige la marine vers le quai Luciano. Les représentants de la marine, satisfaits des résultats de leur coopération avec Lanza, ne manquent pas de suivre ses conseils et contactent dès que possible l'avocat de Luciano, Moses Polakov, qui les redirige vers Meyer Lansky, qui a déjà amené les services de renseignement militaire de la marine au chef de la famille Genovese. Les conditions de coopération de Luciano sont exactement les mêmes que celles de Lansky, et on ne lui promet absolument rien en retour, si ce n'est qu'il pourrait être fier d'avoir aidé son pays. Charles accepte néanmoins l'offre à une seule condition. Personne, et sous aucun prétexte, ne doit être mis au courant de cette collaboration, car cela pourrait très mal se terminer pour lui en Italie, où il doit être déporté à la fin de sa peine. L'accord avec la marine devient favorable à la fois à l'État et à Luciano. Le premier commence enfin à sortir victorieux des saboteurs allemands, et le second est désormais en mesure de participer davantage aux affaires générales, puisque Lansky et Costello, qui agissent en tant qu'agents de liaison dans le cadre de l'accord et dirigent les affaires générales, sont désormais libres de rendre visite à Luciano. Une troisième conséquence de cette coopération est la perpétuation du mythe de Luciano en tant que roi de la pègre. Cette idée fausse est apparue pour la première fois grâce aux efforts de Dewey au cours du procès. Elle a ensuite été exprimée par Lanza à la demande de Lansky dans le cadre des négociations avec le gouvernement, afin d'inciter ces derniers à se tourner vers Luciano. Lorsque ce marché commence à porter ses fruits, les agences gouvernementales prennent ce bluff pour argent comptant et le font passer pour la vérité pendant longtemps. Lorsque le problème des saboteurs allemands est résolu et que les troupes américaines se préparent à débarquer en Italie, Luciano se montre à nouveau utile. Il fournit des renseignements sur tout ce qui concerne sa patrie. Les Américains savent où débarquer, avec quelles personnes parler pour obtenir des données stratégiques importantes et, surtout, comment attirer ces personnes de leur côté. Ces informations ont également contribué à l'offensive américaine, qui a été couronnée de succès et a permis aux Alliés de remporter la victoire finale. Même si Luciano n'a reçu aucune promesse en échange de son aide, il a tout de même été récompensé à la fin de la guerre. En février 1946, Charles est libéré et immédiatement déporté en Italie. À partir de ce moment-là, il ne retournera plus jamais dans le pays qui était devenu sa patrie. À l'âge de 48 ans, Salvatore Luciano retrouve sa liberté, mais reste à jamais un exilé. Après sa libération, Luciano est escorté à Ellis Island, où il reste quelque temps en attendant son départ pour l'Italie. La veille de son départ, il reçoit la visite de plusieurs gangsters avec lesquels il fait affaire depuis longtemps. Meyer Lansky et Frank Costello sont notamment présents pour la fête d'adieu. Après avoir fait ses adieux à ses collègues et amis, Luciano quitte les États-Unis à bord d'un cargo et arrive à Naples le 28 février 1946, soit 17 jours plus tard. Là, il est conduit directement de la passerelle au poste de police pour y être interrogé sur les raisons de sa présence dans la région. Après un bref interrogatoire, Luciano est relâché et se rend en Sicile, à Lercarafridi, la ville natale de ses parents. Après avoir passé quelques mois chez ses parents, Luciano commence à élaborer un plan pour retourner aux États-Unis. Son désir n'est même pas freiné par le fait que rentrer aux États-Unis le menace d'être réincarcéré et de devoir purger le reste de sa peine, qui est de 25 ans. Le principal motif qui pousse Luciano à repartir est, bien sûr, l'argent. Une fois en Italie, il est trop éloigné de son entreprise qu'il a bâtie pendant tant d'années et dont il n'a jamais vraiment eu le temps de savourer pleinement les fruits en raison de son emprisonnement. À peu près au même moment, Vito Genovese, qui a déjà tenté de prendre le contrôle de la famille, retourne aux États-Unis, et ce serait insensé de penser qu'il ne va pas tenter de le faire à nouveau.
Le premier itinéraire que Luciano compte emprunter pour regagner les États-Unis est via le Mexique. Entre juillet et septembre 1946, le FBI reçoit les informations selon lesquelles Charles prévoit de se rendre aux États-Unis en passant par Tijuana. Le bureau, en collaboration avec les autorités locales, passe au peigne fin toute la ville et le comté. Mais Luciano n'est jamais arrêté. Alors, soit Luciano a réussi à s'éclipser, soit il s'agit d'une mise en scène délibérée pour tester le terrain. Le deuxième itinéraire, qui a déjà été officiellement confirmé, est Cuba. L'île de la Liberté est considérée à l'époque comme un état non officiel des États-Unis. De là à Miami, il n'y a qu'une heure environ, ce qui permet à Luciano de garder la main sur les poules de ses affaires en Amérique, sans même franchir la frontière et sans s'exposer au risque d'être emprisonné. En outre, Meyer Lansky, le camarade de longue date de Luciano, envisage de créer un empire du jeu à Cuba, dans lequel Charles va investir son argent. C'est donc l'endroit idéal pour Luciano. Luciano arrive à Liberty Island à la fin de l'année 1946. Selon certaines sources, il s'y est rendu en avion depuis le Mexique, selon d'autres, directement depuis l'Italie. À cette époque, grâce aux relations de Lansky, qui courtise les autorités cubaines depuis le début des années 1930, Charles dispose déjà d'un visa officiel. Peu après l'arrivée de Luciano à Cuba, se tient la célèbre conférence de la mafia de la Havane. Cette convention réunit pratiquement tous les grands patrons du crime. Le principal sujet de la conférence est l'investissement d'argent dans l'industrie du jeu à Cuba. Après de longues discussions, il est décidé de soutenir cette idée, lancée en grande partie par Meyer Lansky. Le sort de Ben Siegel, qui s'occupe à l'époque de la construction du casino Flamingo à Las Vegas, est un sujet de discussion non moins important lors de la conversation. Dans cet établissement de jeu ont été investis les fonds de nombreux gangsters, qui ne sont pas satisfaits du fait que Virginia Hill, la compagne de Siegel, a transféré une partie de l'argent alloué à la construction sur son compte bancaire en Suisse. Et malgré la défense de Bugsy par Lansky, Siegel est condamné à mort par décision générale de la convention. Cette convention attire, comme on peut s'y attendre, l'attention des autorités américaines. Et comme elles pensent à l'époque que Luciano est le chef de la pègre aux États-Unis, il est décidé de l'expulser à tout prix des côtes américaines. Deux services sont impliqués dans l'affaire. Le FBI et la Drug Enforcement Administration. L'Amérique exerce une forte pression sur les autorités cubaines qui cèdent fin février et acceptent d'expulser Luciano du pays. Le 20 mars 1947, Charles Luciano est extradé vers l'Italie par les autorités américaines. Pour éviter que Charles ne se rapproche à nouveau des États-Unis, le directeur du FBI, Hoover, envoie personnellement des lettres à tous les pays d'Amérique latine susceptibles d'accueillir Luciano, en leur recommandant vivement de ne pas le faire. À son arrivée en Italie, Luciano est d'abord détenu pendant 9 jours à Gênes, puis transféré à Palerme, où il est détenu pendant la même durée. Après 18 jours de détention, il est finalement libéré et autorisé à partir pour Rome, où il loue un appartement et peut enfin réfléchir à la suite des événements dans des circonstances normales. Les autorités américaines ont clairement fait savoir qu'elles ne laisseraient même pas s'approcher de leur pays, ce qui signifie qu'il devient presque impossible de gérer ses affaires à New York. Certes, il reçoit de l'argent de ses investissements dans les entreprises de Lansky, un peu d'argent de la mafia new-yorkaise pour ses services, et Frank Costello lui envoie de l'argent au nom de sa famille pendant qu'il est le patron. Mais tout cela ne représente même pas un dixième de ce qu'il pourrait gagner en étant directement impliqué dans les affaires. Luciano a besoin de quelque chose qui lui appartienne en Italie, quelque chose qui lui apportera des revenus proportionnels à ce qu'il a perdu. Et cette chose, à laquelle on donne le nom de contrebande de drogue, ressemble à un autre mythe de Luciano. Il est généralement admis que Charles, alors qu'il se trouve en Italie, joue un rôle clé dans l'organisation de l'acheminement de l'héroïne vers les États-Unis. Que nous apprennent les faits à ce sujet? Peu après son expulsion de Cuba, Luciano se rend dans des pays producteurs d'héroïne. Ces déplacements ne passent pas inaperçus aux yeux du Bureau américain de lutte contre les stupéfiants, qui renforce ensuite la surveillance de Luciano et exerce toutes les pressions possibles sur les services répressifs italiens. Tout au long des années 1950, Charles était sous une surveillance rapprochée. Les autorités italiennes arrêtent Luciano au moindre soupçon d'implication dans le trafic de drogue. Son passeport est confisqué pour l'empêcher de quitter l'Italie. Il a l'interdiction de voyager à l'intérieur du pays et les autorités vont même jusqu'à imposer un couvre-feu à Luciano. Cette attention particulière des autorités a pour conséquence que les mafiosi locaux ne veulent pas avoir d'affaires illégales communes avec Luciano. Les rumeurs selon lesquelles Charles a collaboré avec les autorités pendant la guerre n'arrangent rien. En fin de compte, il lui reste une force avec laquelle il faut compter en Italie, en grande partie grâce à son amitié avec un puissant chef local du nom de Calogero Visini. Si Luciano est effectivement la figure centrale du trafic de drogue de ces années-là, compte tenu de la corruption de la police et des autorités italiennes à l'époque et de l'argent que la drogue rapporte, il n'aurait jamais fait l'objet d'un harcèlement aussi généralisé de la part des forces de l'ordre. Le fait de diriger un vaste réseau de contrebande de drogue confère également à Luciano une autorité bien plus grande que celle qu'il a en réalité dans le monde souterrain italien. Sa véritable position dans la mafia à cette époque est bien illustrée par l'histoire du mafioso local Antonio Calderone.
selon laquelle un petit voyou napolitain aurait giflé Luciano devant tout le monde. Bien que cette personne fût descendue par la suite, cet incident donne une bonne idée de la façon dont Luciano est traité. Le fait que Charles ne s'occupe pas de la contrebande et qu'il a peu de poids dans les rangs de la mafia est confirmé lorsqu'en 1957, Joe Bonanno accepte de coopérer à la livraison de drogue aux États-Unis. Non pas avec lui, mais avec le chef sicilien Giuseppe Gencorusso, et que Luciano n'est même pas invité à la réunion. La dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est que malgré toute l'attention de la DEA américaine et de la police italienne, malgré toutes les arrestations constantes de Luciano, malgré les nombreuses détentions et interrogatoires de personnes impliquées dans le trafic de drogue, l'affaire de l'implication de Charles dans la contrebande de drogue n'a pas dépassé le stade des théories et des spéculations durant plus d'une décennie. Luciano a beau vouloir avoir quelque chose en Italie après son expulsion de Cuba, qui rapporte beaucoup d'argent, il doit vivre avec ce que ses amis lui envoient d'Amérique. Mais même ces rentrées d'argent s'amenuisent progressivement. D'abord parce que, sous la pression de Vito Genese, Frank Costello, l'ami de Luciano, quitte le poste de chef de famille et les paiements en provenance de ce pays cessent. Et puis, il y a la révolution à Cuba, ce qui fait disparaître d'un seul coup la plus grande partie de l'investissement de Luciano dans les jeux d'argent. Pour améliorer sa situation financière, Charles tente alors de vendre les droits d'un film sur sa vie. Il commence même à écrire le propre scénario et fait la connaissance du producteur de film Barnett Glassman. Mais si Glassman n'est pas particulièrement intéressé par l'idée, son assistant, Martin Gosch, l'est au contraire. Gosch passe beaucoup de temps à travailler sur l'intrigue du film avec Luciano. En février 1961, le scénario final est prêt et approuvé par Luciano. Un contrat est même signé qui doit rapporter à Charles 100 000 $ et un pourcentage sur les cachets. Mais c'est alors qu'interviennent de vieux amis new-yorkais qui laissent explicitement entendre qu'ils ne voudront pas voir cette version à l'écran. Un tel avertissement ne peut être interprété que de deux façons, et en janvier 1962, Luciano organise une rencontre avec Gosch pour lui dire que le film ne verra pas le jour. Gosch doit prendre l'avion pour aller voir Luciano à Naples et Charles se rend à l'aéroport pour l'accueillir. Après avoir entendu le producteur et être sorti du terminal avec lui, Luciano s'effondre soudainement sur le sol. Ces derniers temps, il était en proie à des problèmes cardiaques. Et c'est le 26 février 1962 que Charles subit l'infarctus qui le hantait depuis plusieurs années et qui met fin à la vie de Lucky Luciano. Le 29 janvier, un service commémoratif est organisé à Naples, en présence des plus proches parents, de quelques petits truands et de dizaines de policiers. Parmi les grands mafieux, seul Joe Adonis est venu dire adieu à Luciano. Son ami de longue date, Meyer Lansky, se contente d'envoyer des fleurs. 2 semaines plus tard, le corps de Luciano est transporté en Amérique et enterré dans la crypte familiale du Queens, où il repose encore aujourd'hui. Telle est l'histoire de Charles Lucky Luciano, le gangster le plus mythifié de l'histoire américaine, dont le rôle dans le monde souterrain est, sur le papier, bien plus important qu'il ne l'était en réalité.